Bonjour, correction de l'exercice 1 du contrôle de chimie, intitulé Titrage d'une solution d'éthylamine. Alors la première question, on demandait de réaliser un schéma annoté du montage de titrage. Pour avoir l'ensemble des points, il est important de mettre l'essentiel et de ne rien oublier. Donc c'est un schéma annoté, ça veut dire qu'il y a une légende. Alors on commençait par dessiner par exemple la burette. On précisait bien que la burette était graduée. On précisait aussi que la solution titrante, il fallait rajouter que c'était de l'acide chlorhydrique, H3+, Cl-. On rajoute aussi que la concentration de cet acide chlorhydrique est de 1,0 x 10 - 1 mol par litre. D'une manière générale, on rajoute toujours les données numériques de l'énoncé sur le schéma. Ça permet de mieux comprendre ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas et ce que l'on cherche à trouver, à déterminer. Donc, en dessous de la burette, on trouve un bécher. Dans ce bécher, on a la solution titrée d'éthylamine, C2H5NH2. Le volume de la solution était donné par l'énoncé, 20 ml. À l'intérieur du bécher, on a un barreau aimanté. Et en dessous le bécher, on a un agitateur magnétique qui permet de faire tourner le barreau aimanté. Il s'agit d'un titrage pH métrique. Donc dans le bécher, on va trouver une sonde pH métrique pour mesurer l'évolution du pH. La burette ne tient pas toute seule en lévitation au-dessus du bécher. Il est important de dessiner une potence qui maintient cette burette. Dans beaucoup de contrôles, j'ai vu que la burette tenait toute seule en lévitation et il y avait juste un bécher de dessiner en dessous. Bien évidemment, ce type de réponse est insuffisant pour avoir les points. La deuxième question, il était demandé d'écrire l'équation de la réaction support de titrage. Alors, on nous dit qu'on a un titrage pH métrique. On va donc avoir une réaction entre un acide et une base. Dans la burette, on sait déjà qu'il y a l'acide chlorhydrique, H3O+, et Cl-. Alors, les ions Cl- ne figurent pas dans l'équation, puisque ce sont des ions spectateurs. Dans le bécher, on va trouver la solution titrée, c'est-à-dire la base, C2H5NH2. Donc voilà, on a l'acide, on a la base. L'acide est l'espèce qui va céder un proton, par définition, et la base est l'espèce qui va capter le proton. On n'oublie pas de mettre une flèche, car il s'agit d'une réaction totale, pour une réaction de dosage. On rappelle que pour une réaction de dosage, la réaction doit être totale, rapide et unique. Alors, H3O+ perd un proton H+, il devient donc H2O, et la base C2H5NH2 va récupérer le proton H+, donc le nombre d'éléments hydrogène va augmenter, on va passer de NH2 à NH3, et on récupère la charge positive, car initialement la base était neutre. Maintenant, on passe à la troisième question. Déterminer graphiquement le volume VE versé à l'équivalence. Donc à l'équivalence, on a versé un certain volume d'acide chlorhydrique et on va le déterminer grâce au graphique. Regardons le graphique. Le volume équivalent se repère sur le graphique à l'endroit où il y a un saut de pH sur la courbe. Ici, le saut de pH a lieu pour un volume versé de 8 ml. Il se lit sans la moindre ambiguïté. Il n'était donc pas nécessaire d'utiliser la méthode des tangentes parallèles. Par contre, si on vous avait demandé de trouver le pH à l'équivalence, là, c'est impossible de le lire sans utiliser la méthode des tangentes parallèles. Donc, je vais vous montrer ce que l'on obtenait en utilisant cette méthode. La construction graphique permet de déterminer le point équivalent. Comme vous le voyez, le point équivalent est le centre de symétrie de la courbe. Et on lit donc un pH de 5,6 à l'équivalence. Voilà, la question n'était pas demandée, mais
on voit que la construction géométrique de la méthode des tangents parallèles est nécessaire, et il faut la connaître. Pour la quatrième question, on demande de définir par une phrase, puis par une relation mathématique, l'équivalence de ce titrage. Alors, on sait qu'à l'équivalence, l'espèce titrée et l'espèce titrante introduite dans le bécher se trouvent dans des proportions stoichiométriques indiquées par l'équation de la réaction. L'équation de la réaction est ici. Alors, la quantité d'acide H3+, le coefficient stoichiométrique vaut 1. Pour la base, le coefficient stoichiométrique vaut aussi 1. Donc, on a la relation quantité d'acide égale quantité de base. Alors, pour trouver la quantité d'acide introduite, on peut utiliser, et on doit utiliser dans l'énoncé, les lettres utilisées. Ici, la lettre C pour la concentration d'acide chlorhydrique et VE pour le volume d'acide chlorhydrique versé à l'équivalence. Donc la quantité d'acide introduite à l'équivalence vaut C fois VE. La quantité d'éthylamine qui est présente initialement dans la solution attitrée, on peut la noter N indice B. B parce que c'est la base. On trouve donc la relation mathématique N indice B égale C fois VE. À la cinquième question, on demande de calculer la concentration CS de la solution d'éthylamine. Pour répondre à cette question, on va utiliser le résultat obtenu à la question précédente. À la question précédente, on peut déterminer la quantité d'acide qui a été versée, puisqu'on connaît la concentration de l'acide qui était dans la burette, petit c, et on connaît le volume d'acide versé à l'équivalence, qui est VE. Alors, maintenant, on sait qu'à l'équivalence, il faut trouver en fait l'expression de l'éthylamine qui était de la quantité d'éthylamine, qui était présente dans le bécher. Alors, la quantité d'éthylamine, on a noté CS, la concentration de l'éthylamine. On ne la connaît pas, on la cherche. On connaît le volume de la solution d'éthylamine, c'est VS, il vaut 20 ml. Donc la quantité d'éthylamine présente initialement dans le bécher, c'est CS fois VS. Et on sait que cette quantité est égale à la quantité d'acide versé à l'équivalence, c'est-à-dire C fois VE. On en déduit donc, grâce à l'égalité des deux expressions, que la concentration d'éthylamine vaut 4 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Donc là, j'ai laissé 8 millilitres, j'ai pas converti en litres, j'aurais dû rajouter fois 10 puissance moins 3, parce qu'au dénominateur, le volume de la solution qui est de 20 millilitres, je ne l'ai pas mis en litres non plus. Donc, tout simplement, des millilitres divisé par des millilitres ou des litres divisé par des litres, ça ne change pas le résultat du calcul. On passe maintenant à la dernière question. Pour cette question, on souhaite déterminer quel indicateur coloré du tableau choisir pour repérer l'équivalence dans le cas où on n'utiliserait pas de pH-mètre. Alors, l'indicateur coloré, il faut savoir qu'un indicateur coloré de pH est un indicateur de fin de réaction. Il doit être choisi de manière à ce que sa zone de virage soit comprise dans la zone de forte variation du pH, c'est-à-dire ici. Alors la zone de forte variation de pH se trouve entre 4 et 7,2, entre 4 et 7. Si on regarde dans tous nos indicateurs colorés, celui qui a une zone de virage qui se trouve dans cet intervalle, c'est le rouge de chlorophénol. Et donc la bonne réponse, c'était le rouge de chlorophénol. Si vous utilisez par exemple la phénolphtaline, le changement de couleur va intervenir lorsque le pH va passer de 8 à 10. Dans le titrage de l'exercice, le pH diminue au fur et à mesure que l'on verse l'acide. On voit que le pH diminue au fur et à mesure qu'on verse l'acide. Par conséquent, le changement de couleur va se produire lorsque le pH va passer de 10 à 8.
Et lorsqu'il y aura eu le changement de couleur, en fait, on n'aura pas encore atteint le point équivalent, l'équivalence. Par conséquent, on ne pouvait pas choisir la phénylphtaline pour nous indiquer à partir de quand on avait atteint l'équivalence. Voilà, l'exercice est terminé.